J'ai dit ça va, merci. Il dit non, attendez. J'ai dit non, D'origine algérienne, Latifa Gadouche est installée en Belgique depuis 27 ans. Juriste de formation et médiatrice en matière civile et commerciale, cela fait longtemps qu'elle travaille sur les questions relatives aux femmes immigrées. En 2011, naît l'ASBL Bruxelles Vivre Ensemble, dont elle est la coordinatrice générale de projet. Leur cheval de bataille, la valorisation et la professionnalisation des savoir-faire, des compétences et des talents des femmes immigrées. On est parti d'un constat, c'est que dans le discours officiel, dans l'opinion publique, dans le discours institutionnel, les femmes immigrées sont souvent considérées comme sous-qualifiées ou surqualifiées, et nous disons que finalement elles sont disqualifiées. Alors nous avons voulu savoir ce qu'il y avait derrière cette réalité et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences qui n'étaient pas identifiées ou peu identifiées et évidemment ni valorisées ni professionnalisées pour les savoir-faire. Nous avons donc, grâce au FIPI fédéral, le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés, mis en place des cursus de valorisation et professionnalisation de ces savoir-faire fondés sur des ateliers, complétés par des cours d'initiation à la gestion, à l'informatique, au néerlandais, à la compréhension des procédures, à la connaissance des codes réciproques, aussi une sensibilisation à l'exercice de la citoyenneté. Et maintenant, l'enjeu, c'est quand même de faire reconnaître cette formation que nous pilotons, ce projet pilote que nous avons mis en place, de façon à ce que les femmes puissent avoir un meilleur atout d'insertion professionnelle. Je m'appelle Amina, je suis traductrice de formation, mais j'ai principalement travaillé dans le secteur social, notamment dans l'insertion socio-professionnelle. Et c'est en cette qualité que j'ai pu traduire la première recherche-action vers le néerlandais. Et après, donc l'année suivante, j'ai commencé comme chargée de projet et comme animatrice. Donc j'animais des cours de néerlandais, des cours d'informatique, les cours d'intégration civique où j'expliquais l'histoire de la Belgique, les institutions, le marché de l'emploi. Et puis j'animais une partie des ateliers d'agriculture urbaine qui avaient lieu au Curo Hall et aussi tout près d'ici au verger collectif de la Roue. Et là on avait un groupe de femmes qui venaient donc régulièrement jardiner. Mon rôle était également pendant les permanences de recherche d'emploi et de formation, donc d'accompagner les participantes, mais aussi leurs maris, leurs enfants, à chercher des jobs, des formations, des stages. C'est un très beau projet, innovant, novateur, qui est basé sur la valorisation des talents de ces femmes qui n'ont autrement aucune place. Il n'y a aucun autre endroit où on part vraiment des talents des femmes. Et les pouvoirs subsidiants de différents niveaux nous disent que c'est un très beau projet. On a reçu des prix, mais malheureusement, les subsides ne suivent pas. Et ils voudraient qu'on fasse des miracles avec des cacahuètes. Alors comme on est très doué, on arrive quand même à faire de très belles choses, mais je trouve ça un peu hypocrite de la part de ces pouvoirs de nous traiter de cette manière. Chaque fois que je fais un autoportrait,
c'est mon esprit, mon âme qui sort. Mais de toute façon, il y a quelque chose de commun et c'est une tristesse. Je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très positif, mais il y a toujours une tristesse. Je m'imagine que ça, peut-être ça vient de toutes ces années ici, d'avoir quitté mon pays, de la nostalgie. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je suis d'origine cubaine et je suis arrivée ici avec mon mari belge dans l'année 1993. À Cuba, j'ai laissé derrière moi 20 ans d'expérience. J'ai fait des études de technicien en psychiatrie et en psychologie. Et pendant 20 ans, j'ai eu la possibilité de travailler dans différents milieux. Avec tous ces bagages derrière moi, j'étais complètement convaincue qu'une fois en arrivant ici en Belgique, je n'allais pas avoir de problèmes pour trouver du travail. Ce qui était tout à fait une autre chose, parce que quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que mon diplôme, il n'était pas valable ici en Belgique. Ileana s'adresse alors à une institution pour voir quelles solutions s'offrent à elle. Tout ce qu'on lui propose, c'est une formation pour devenir femme de chambre. Formation qu'elle accepte, car elle ne veut absolument pas rester sans travail. Ce n'est pas le fait que je devais nettoyer, ce n'est pas ça. Parce qu'en définitive, si pour gagner la vie, je devais nettoyer, bon voilà, je nettoie. Sinon, c'est la façon comme on te traite. Et le fait que tu es une émigrée et qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ce que tu as fait derrière toi, qu'est-ce que tu as laissé dans ton pays. Et petit à petit, ces choses comme ça, elles commencent à t'écraser, Il y a un moment que, voilà, que tu n'as plus la force. Le Curol a été créé en Maison de la Cohésion Sociale depuis 2010, donc il a entamé sa 7e année. Pourquoi une Maison de la Cohésion Sociale? Parce qu'on avait ciblé les besoins de plusieurs associations qui nous avaient fait part de leurs besoins, de leurs demandes d'avoir des locaux. Donc le Curol a été entièrement rénové entre 2009 et 2013 et c'est ainsi qu'on a pu accueillir des dizaines, voire des vingtaines d'associations qui ont pu développer leurs projets parce qu'on se veut en fait être un lieu tremplin, je dirais, pour que les associations puissent développer leurs projets. Donc on accueille plutôt beaucoup de projets de théâtre, d'alphabétisation, des cours de français, des permanences sociales comme la tienne. Et puis voilà, les modules. Vos cours, vos modules, vos formations, il y avait la mission locale aussi. Et donc tout ce petit monde qui vient de partout, de tous les horizons, de toutes les communes, de toutes classes sociales, fait que ce lieu est devenu un lieu de partage, de convivialité et de rencontre entre les différentes associations et les différents publics du coup. Latifa est arrivée au bureau il y a 4 ans pour présenter son projet et on a tout de suite voulu le soutenir parce que c'était un projet qui était spécifique au public féminin, un public féminin dans le besoin en plus, plutôt dans la professionnalisation, ça c'était assez nouveau. C'est plutôt innovant parce qu'on a l'habitude plutôt de voir des projets d'alphabétisation. Et là, on a eu un petit coup de cœur pour ce type de projet. Et on a tout de suite soutenu en mettant à disposition des locaux, des plages horaires, même un peu de matériel s'il le fallait. Et voilà. Donc cette histoire a commencé entre nous il y a 4 ans et on espère qu'elle va durer encore longtemps. Début 2016,
un groupe de travail constitué de 6 formations politiques et d'une dizaine d'associations de première ligne de la société civile est mis en place à l'initiative de Bruxelles Vivre Ensemble. Ils se réunissent une fois par trimestre au Parlement bruxellois. Côté parlementaire sont présents le MR, le PS, Écolo, Défi, le CDNV et le CDH. Côté association, notamment, il y a La Voix des Femmes, l'Institut de la Vie, Samenleven Brussel-Vlaanderen, Immigrart, Vivre Ensemble en Hainaut, Les Enfants de la Roue et La Zaïroise et ses sœurs. Qui a été très très bien relayée d'ailleurs par Catherine. L'idée de ce groupe de travail nous est venue après plusieurs années de rencontres et de dialogues avec la classe politique. On s'est rendu compte que les propositions que nous faisions, le fait de dénoncer des situations, des discriminations, ne suffisaient pas. Elles n'étaient pas suffisamment relayées. Et donc, nous avons voulu aller plus loin de manière citoyenne, constructive, objective, avec les parlementaires et dans l'institution parlementaire elle-même, pour pouvoir faire ensemble des analyses et aller plus loin en vue de modifications législatives, bien entendu, parce qu'il y a des textes qui sont tout à fait obsolètes ou décalés par rapport à la réalité. Le groupe de travail s'est fixé 3 axes prioritaires. La question de l'équivalence des diplômes, les orientations scolaires inadéquates des jeunes issus de l'immigration et la reconnaissance par le pouvoir politique des savoir-faire identifiés, valorisés et professionnalisés des femmes immigrées. Donc ça c'est très intéressant, mais ça nous éloigne en fait de l'équivalence de diplôme, parce que c'est une autre solution. Grâce à ce groupe de travail, un premier résultat tangible, c'est la prochaine tenue d'une audition publique au Parlement bruxellois sur le dossier d'équivalence des diplômes qui va permettre enfin d'aboutir à une réglementation, à une législation beaucoup plus digne, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable pour les personnes qui souffrent de ce manque de reconnaissance de leurs diplômes obtenus dans leur pays d'origine. On m'appelle Maman Yvette. Je suis la présidente de la Zaïroise et ses sœurs. C'est une association qui a été créée le 1er février 1990 à l'idée de rassembler toutes les femmes qui habitent la Belgique. La sœur, c'est toute femme qui n'est pas du Congo. Comme Latifa, elle est notre sœur. Comme toi, Caroline, tu es belge, mais tu es notre sœur. C'était dans le but d'aider toute personne en difficulté. L'aide à autrui, ce n'est pas seulement financier. L'assistante, la présence, l'écoute, ça aide. C'est ça qu'on a créé. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième, c'est pour encadrer nos enfants. On a vu, il y a beaucoup d'enfants qui quittaient les toits familiaux parce que dehors, ils avaient une autre éducation. À la maison, une autre culture. Ça faisait vraiment pas bien dans la tête des enfants. Et la délinquance était née et on a vu les enfants qui frappaient, qui volaient, qui se prostituaient, tout ça. L'avenir du pays, c'est les enfants. Les mamans qui travaillent pour que ces enfants-là grandissent en bien et pour qu'ils deviennent vraiment des personnes. Une personne, c'est un tout. Et on ne peut pas prendre un aspect, simplement l'aspect formation, et évacuer toutes les situations auxquelles elles sont confrontées. Et donc, nous avons mis en place une permanence d'orientation, information et médiation. Nombre de ces femmes sont empêtrées dans des procédures juridiques, administratives, financières, terribles qui compromettent leur avenir. Nous les soutenons dans leur démarche, nous intervenons également, nous organisons des médiations et ça donne des résultats très positifs. Tu m'as fait une réputation là-bas, maintenant je vais avoir tout mon MD. Allez. Allez, au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Ciao. Ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille avec les femmes immigrées
Et j'ai constaté ces 2 dernières années particulièrement, une aggravation de leur situation en termes de pauvreté, de précarité, de difficultés. Oui, bonjour, Madame Gadouche de Bruxelles Vivre Ensemble. Je vous appelle parce que nous sommes sur un projet de soutien des porteuses de projets et nous voudrions savoir pour les femmes qui ont une indemnité au niveau du CPAS, si elles se mettent en indépendant complémentaire, est-ce qu'elles sont quand même soutenues par le CPAS pendant combien de temps? À la demande des femmes qui sont sous-représentées dans les démarches entrepreneuriales, Bruxelles Vivre Ensemble a mis en place une permanence de soutien et coaching aux femmes porteuses de projets. C'est la cellule emploi. Il faudrait un statut beaucoup plus encourageant, beaucoup plus motivant, qui permette à ces femmes de sortir de leur précarité. Aujourd'hui, tu as chaud. Est-ce que en janvier, tu as chaud? Non. Je n'ai pas chaud. En janvier, je n'ai pas chaud. Ok. Voilà, il faut toujours se rappeler de la phrase vivante. Fatima, Ferida, Farki, toi et Aïten. D'accord? Toujours le nœud collé directement au sujet. Je ne bois plus de coca. De cola. Voilà. Pas de pub gratuite. Pas de pub gratuitement. Ok, une troisième. Tu as oublié. Oh là là. Dans le chemin, c'est tombé. Allez, une autre volontaire en attendant que Ferida trouve sa phrase. Dis-moi, Aïten. Je fume des cigarettes. Ah oui, je fume des cigarettes. Maintenant, je ne fume. Non, je ne fume plus de cigarettes. Je ne fume plus de cigarettes. Encore une phrase. Je m'appelle Ominia, donc je suis biologiste de formation scientifique. Quand je suis arrivée ici, je voulais terminer mes études supérieures et donc malheureusement, je n'avais pas un visa d'étudiante. Par contre, j'avais un visa avec mon mari dans le cadre du travail de mon mari. Donc, quand j'ai été faire mon homologation, donc l'équivalence de mon diplôme, ils ont seulement accepté le certificat d'études supérieures secondaires, mais pas le diplôme supérieur, parce que, disons, il fallait refaire à partir de la 3e année, section physionomie. Donc, pour moi, c'était un parcours encore plus long, Alors, je me suis dit, vu mon âge, donc j'avais à peu près 27 ans, donc j'ai dit, bon, donc je vais peut-être faire autre chose. Alors, je me suis aiguillée, dirigée vers des formations plus dans le cadre socio-culturel. Donc, travailler comme article 60, je crois que c'est le parcours de presque tout le monde, de tous les immigrés. Donc, à l'Institut de la vie, via le CPAS d'Anderlecht. Donc, après 1 an et demi de travail comme article 60, donc j'ai donné satisfaction. L'Institut de la vie m'a engagée comme animatrice. Donc, animatrice d'un groupe de femmes issues de l'immigration, donc un groupe de parole, accueil parents-enfants. Notre projet se focalise et s'intéresse plutôt à l'intégration de la femme dans l'objectif de son autonomie et d'être plus libre dans l'avenir. Et nous avons trouvé le seul moyen pour que cette femme ait des ailes, c'est d'apprendre le français et de parler la langue. C'est le seul moyen on peut dire, c'est même le premier pas d'intégration. Mais aussi, ces femmes viennent pour vider leur sac, pour parler. La plupart d'entre elles, elles vivent dans un quartier précaire, dans un quartier où les femmes ne peuvent pas fréquenter des cafés, les femmes ne peuvent pas sortir, elles n'ont pas un endroit où se trouver, un endroit public.
Donc l'Institut de la vie, l'espace d'accueil, présente pour elle cet espace de parole, d'ouvrir le robinet de la parole et d'expression. Dans le cadre des cursus que nous avons mis en place, nous avons développé des partenariats et notamment un partenariat tout à fait remarquable avec Brussoc Finance Brussels, qui nous soutient beaucoup, qui intervient tout à fait gracieusement dans le cadre de modules d'initiation à la gestion, sachant que les cours de gestion tels qu'ils sont conçus et organisés ne touchent pas le public qui est le nôtre. Cette approche par les femmes d'essayer de faire en sorte que les familles se sentent mieux intégrées dans la société m'intéresse beaucoup, évidemment. C'est ça, moi, qui me fait chaud au cœur quand je t'entends discuter, parce que s'il n'y a pas des gens comme toi qui se battent pour ce genre de choses, on est mal parti et on est mal barré. Qu'est-ce qui fait qu'ici à Brussoc, vous êtes plus sensible que d'autres? Parce qu'on est allé toquer à d'autres portes. Jamais on a été reçu de cette manière, on n'a pas été soutenu, ils n'ont pas vraiment cru en nous, ni en ces femmes. Mais je pense que c'est la vocation même et la raison pour laquelle Brussoc a été créé, c'est de pouvoir donner une opportunité réelle à des gens précarisés, habitant dans des quartiers précarisés, de pouvoir démarrer et se lancer en tant qu'entrepreneur. C'est notre raison d'exister, notre raison de vivre à nous. L'objectif aujourd'hui, c'était avec Ramatoulaye de venir te présenter une nouvelle association des femmes guinéennes qui est en cours de constitution. Voilà, elle va t'en parler. Nous sommes en train de mettre en place une association des femmes guinéennes pour renforcer l'amitié des femmes guinéennes en Belgique avec les femmes belges aussi, réciproquement. Et nous voulons que nos femmes soient intégrées, renforcer leur capacité dans l'intégration, dans l'orientation. Nous sommes soutenus, nous sommes guidés par Bruxelles Vivre Ensemble, dont Latifa est à la tête, qui nous oriente, qui nous dit ce qu'il faut faire parce que nous ne connaissons pas bien le terrain, donc on a besoin d'aide. Mais malheureusement, nous n'avons pas de siège. Et pour que ça soit visualisé, il faut un siège. Nous n'avons pas les moyens. On est venus tous. Vous avez créé des associations. Elles sont en cours de constitution. Elle a déjà été élue présidente. Je suis Hadja Ramatoulaye de l'Afrique de l'Ouest, précisément la Guinée-Conakry. Je suis venue ici en 2005 pour des raisons de santé. Ramatoulaye, mais c'est un monument, Ramatoulaye. Elle nous accompagne depuis le début du projet de cursus. Elle est très active, moi je l'adore. Elle le sait que je l'adore d'ailleurs. Comme je n'avais pas de choix, j'ai accepté un appartement qui est au 3e étage sans ascenseur. J'ai 70 ans, j'ai l'arthrose. Je paye 750 de loyer sans charge. Ce que j'ai comme revenu ne me permet pas de vivre correctement. 700 € pour un 750 sans charge. 750 € sans charge, c'est très cher pour ce que c'est. Mais je n'avais pas de choix parce que je suis restée un moment sans abri. Donc il fallait accepter. Dans le cadre de la sensibilisation à l'exercice de la citoyenneté,
Nous allons avec ces femmes rencontrer des parlementaires dans les différentes institutions parlementaires, Parlement européen, Parlement fédéral, Parlement bruxellois. On aborde la question du fonctionnement du Parlement avec les commissions, comment fonctionnent les travaux parlementaires, etc. Mais aussi, nous les sensibilisons au pluralisme démocratique, quelle est l'idéologie d'un parti, comment est-ce que cette idéologie se transforme en programme et en proposition au cours des travaux parlementaires. Et dans le même temps, nous essayons aussi, nous faisons en sorte que ces femmes puissent dialoguer avec les parlementaires des différentes formations politiques que nous rencontrons, les sensibiliser aux difficultés qu'elles rencontrent, aussi bien dans l'accès à l'emploi que dans l'accès au logement. On sait toutes les discriminations qui existent dans ces domaines, les questions de santé qui les touchent, les questions aussi d'éducation, d'enseignement. Et donc voilà, ça permet aussi aux parlementaires d'être confrontés à la réalité que vivent ces femmes. Veel te luid, mais beaucoup trop fort. Encore. Samen blijven. Ce qui m'a beaucoup touchée chez Marcia, qui est musicologue, qui était professeure d'université à Sao Paulo au Brésil, c'est cette formidable solidarité qu'elle a avec les autres, alors qu'elle-même a traversé des épreuves mais terribles. Elle a un enfant autiste, multi-handicapé. Elle a été très courageuse. Un jour dans On aime, oui, que j'étais pour Rodrigo, oui, et j'ai parlé à toi, et j'ai dit, et tu as dit non, il faut qu'on parle, et voilà, alors je tu es venu me voir à la permanence. Et c'est toi qui a vu que je devais avoir une bonne avocate, oui, que je devais parce changer. Que ton dossier, ça n'allait pas. Oui, et alors tu n'étais pas bien défendu. Et c'était grâce à ça. Marcia est aussi membre du groupe de travail en sa qualité de présidente de l'association Immigrart, qui est très active, qui fait un travail formidable. C'est une femme très fiable et qui a des compétences, des talents magnifiques. Je m'appelle Marcia, je suis brésilienne et ma formation au Brésil, ma grande passion c'était la musique et depuis petite j'ai étudié piano. Et plus tard, j'ai choisi le violoncelle, où j'ai eu la chance d'étudier avec une Belge, une violoncelliste belge qui était au Brésil, Francine Beckmans. Mais là, j'ai eu des difficultés. Mon fils est autiste, il est né ici. Il était né ici en Belgique et quand on arrivait au Brésil, c'était pas évident du tout pour une famille avec un enfant autiste. C'était vraiment un combat. Quand même, j'ai réussi pas mal et à ce moment-là, j'étais engagée à l'université, je travaillais à l'université comme prof et aussi comme musicienne, j'ai donné des concerts, j'ai voyagé, mais comme prof, j'étais dans les domaines de musicothérapie et les domaines de créativité. Mais là, ça n'allait pas pour mon fils, pas du tout. J'ai arrivé à dénoncer les problématiques pour les parents au Brésil par rapport à l'école pour les enfants autistes. Et alors, j'ai pris la décision de retourner en Belgique pour soigner mon fils qui était belge et qui ici, c'était mieux. Et alors, j'ai retourné ici en 2003, mais au arrivé, c'était pas évident du tout. Parce que alors là, la question du travail, de pouvoir travailler, de pouvoir... c'était difficile. J'ai fait tous les chemins pour la reconnaissance du diplôme et on a eu beaucoup de blocages. Début 2016, Marcia demande à un juge la minorité prolongée de son fils autiste, qu'on lui refuse sans même avoir pris connaissance du dossier. On confie à un avocat l'administration des biens de son fils.
Suite à cette décision de justice, Marcia fait appel. Soutenue par Bruxelles Vivre Ensemble, qui va l'accompagner dans toutes ses démarches et retravailler tout le dossier avec elle. Après plusieurs mois de lutte acharnée, Marcia finit par gagner son combat. Mais alors là, j'ai fondé une association justement pour faire un partenariat avec Piano Fabrique. Et cette association s'appelle Immigrate et qui avait comme but de rassembler des Brésiliens avec des autres personnes des autres nationalités pour faire des projets ensemble. Et surtout pour les femmes artistes. Parce que j'avais remarqué, surtout nous artistes, que quand on arrive ici, avoir une possibilité de travailler, c'est pas évident du tout. Et alors, les projets Immigrate, c'était surtout soutenir des femmes artistes qui voulaient faire des projets dans l'associatif. Et voilà, c'est un nouveau départ pour moi. C'est un peu tourner la page et quoi que, allez, maintenant, j'ai repris ma vie en main, ou je prends mon bateau et on va de nouveau de l'eau tranquille, parce que ce n'était pas évident du tout, mais je pense que sans les réseaux de femmes, sans les réseaux associatifs, je n'allais pas gagner cette bataille. C'est pas facile à comprendre. Hein. Oui, depuis moi je... Aïcha, Fatou, Fatouma sont djiboutiennes. Elles font partie d'un comité de lutte contre les viols perpétrés par l'armée djiboutienne en toute impunité sur les femmes afars. La dictature en place à Djibouti utilise les viols comme arme de guerre contre les mouvements d'opposition au régime. En avril 2016, elles entament une grève de la faim afin d'alerter l'opinion publique. Dans le cadre de la grève de la faim entamée par une dizaine de femmes djiboutiennes ici à Bruxelles, elles nous ont demandé notre soutien et évidemment nous avons répondu présente. Et ainsi nous avons pu relayer cet événement dans notre réseau auprès des parlementaires. Nous avons engagé toute une action de sensibilisation. C'est les efforts de tout le monde qui ont permis justement d'aboutir à une résolution du Parlement européen le 12 mai 2016. Résolution dans laquelle également est demandée une commission d'enquête internationale sous l'égide de l'ONU. Et c'est notre tâche actuellement de sensibiliser, de parvenir à cette commission d'enquête. Ces bases militaires et la France et tous les États militairement présents dans notre pays ne peuvent pas ignorer qu'on détruit des femmes, qu'on viole des femmes et que la situation des femmes dans le nord et le sud-ouest du pays est vraiment dramatique. Ça va. Vous allez bien? Oui. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Bruxelles Vivre Ensemble organise chaque année une table ronde avec les parlementaires, les associations partenaires et les femmes. Leur objectif étant de faire le point sur l'évolution des situations de ces femmes. Si l'État, si la communauté, si la région doit faire un énorme emprunt, c'est un emprunt pour donner dans nos écoles les moyens financiers, techniques, pratiques, opérationnels pour des enfants, pour pouvoir être éduqués comme ça se passe dans le Croissant Sud ou bien un peu à la limite de Bruxelles. Les constats, vous les connaissez, et d'ailleurs, M. Courtois en a parlé il y a un instant. Notre enseignement, globalement, est insatisfaisant. On ne peut pas être content du système global d'enseignement qu'on a francophone, en Belgique francophone. Notre enseignement, alors qu'il devrait aider les jeunes et les familles à sortir de la précarité ou de la pauvreté, au contraire, il reproduit les inégalités sociales de départ. Et donc on a beau mettre l'accent sur l'éducation, l'accent sur les moyens humains, les moyens financiers, la qualité, il faut que les écoles soient aussi formées pour qu'elles acceptent la différence, qu'elles acceptent que certains
aient envie de quitter leurs conditions. Alors qu'on fait tout pour qu'ils restent dans leurs conditions. Et c'est un combat qui n'est pas évident. Et quand un parent n'est pas équipé pour résister par rapport à ça, eh bien, il cède. Oui. Ce que nous avons constaté dans le groupe de travail, c'est que le système d'équivalence de diplôme chez les néerlandophones, c'est beaucoup plus accessible pour les gens d'origine qui veulent faire une équivalence de diplôme. Bon, le système peut toujours être amélioré. Et c'est pour ça qu'aussi on avait proposé que quelqu'un de Bonn vienne parler sur l'équivalence de diplôme. On s'est quand même rendu compte que les femmes, les participantes que nous avons qui viennent de Molenbeek, ont un problème crucial de logement. Saïma et Razala, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on se bat. Alors on nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de logements, etc. Ça fait 7 ans qu'elle attend. C'est quand et elle vient encore de recevoir un courrier en lui disant « Oui, mais vous demandez 3 pièces, 3 chambres, c'est ce qui est le plus demandé, ça va encore prendre plusieurs années. » C'est terrible, c'est vraiment terrible. Je trouve que c'est une réponse irresponsable et indécente de la part des responsables politiques. Il y a quand même un volet qu'on essaie de développer, c'est tout ce qui est agence immobilière sociale. Aujourd'hui, il y a quand même un parc de 4500 logements, c'est pas suffisant. Mais ma question, est-ce que vous êtes adressé aussi Mais oui, à des AIS? Elles ont toutes déposé les dossiers qui sont aussi l'alternative. Mais oui. Aujourd'hui, chez nous à Bruxelles, on a l'impression que développer le logement social, c'est forcément, c'est comme avoir la gale. Ça, c'est pas vrai. C'est une solution importante. Mais face à des situations concrètes comme celle-là, on ne peut pas leur demander d'attendre, de continuer à attendre. C'est inadmissible. C'est une souffrance quotidienne. Quelle est la réponse qu'on apporte? On n'apporte pas de réponse. Et ben voilà. On est là aujourd'hui parce que on veut parler plus en détail de la question là de Hydrobru, avec l'intercommunal Hydrobru, hein, oui, qui vous réclame ce que tous les copropriétaires doivent. Hein. On est allé ensemble devant le juge de paix et il a dit que vous avez payé votre part, mais que vous restez solidairement responsable de tous les autres qui, eux, ne payent pas. Hein? Et l'avocat, il dit, vous payez et après, vous demandez aux autres locataires. Comme si vous... Non, ça ne va pas, oui, c'est pas possible. Non. Finalement, les bons payeurs comme toi, parce que toi, tu as tout payé jusqu'à présent. Oui, tu es chaque mois, les 200 euros, 200 euros que oui, tu as payé, oui, pour régler le retard. Et maintenant, vous avez placé un compteur de passage, un compteur individuel de passage, oui, pour pouvoir prouver votre consommation à vous. Mais Hydrobru et les huissiers continuent à vous envoyer des courriers en disant que vous devez payer pour les 2 autres copropriétaires du même étage, ici et du rez-de-chaussée, que vous devez payer 7 215 €. Mais c'est incroyable. Donc plus finalement on est pauvre et plus on est sanctionné. C'est ça, c'est la sanction de la pauvreté. Hein. C'est pas correct de mettre les gens qui sont déjà en précarité, puis qui essaient d'accéder à la propriété, mais dans des conditions très modestes. Hein. On voit bien comment est-ce qu'on peut les étrangler comme ça. Non, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et on ira jusqu'au bout. Il faut qu'ils obtiennent gain de cause. On ne peut pas laisser faire des choses pareilles. Ça, c'était la dame qu'on avait rencontrée. Tu te rappelles, on était en contact au mois de février, en 2016 déjà. Tu vois, les arbres sont en fleurs. Oui. Comment on dit? Les arbres sont en fleurs. En fleurs. C'est le printemps. Arrive. Oui, ah mais il est là hein, maintenant, le printemps. Maintenant c'est le printemps. Voilà, c'est le printemps.
Et ça ne dure pas longtemps, c'est pour ça qu'il faut en profiter maintenant. Oui. Donc je voulais qu'avant le salon, vous puissiez venir pour voir l'endroit où vous allez avoir vos stands. Comme ça, vous avez une idée de l'endroit. Je pense de ces femmes que, compte tenu de leur situation, elles sont très courageuses, très dignes. Je suis touchée par cette dignité, ce courage, cette volonté, cette détermination qu'elles ont. Nous avons développé au fil du temps des relations de confiance, des liens de confiance, d'amitié, d'affection réciproques. Ce premier salon est l'aboutissement d'un processus et il a pour double objectif la visibilité de la diversité des savoir-faire des femmes immigrées ou d'origine étrangère et également de sensibiliser la classe politique à ce formidable potentiel qui est peu identifié et d'engager un dialogue avec cette classe politique sur la nécessité d'aménager un statut propice à l'entrepreneuriat de ce public, confronté à la précarité, et un statut qui est un effet de levier et qui participe à l'autonomisation de ces femmes et leur participation encore plus active et reconnue dans le champ économique. Et ça se passait où Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cupe Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Sí! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Nous allons débuter le premier défilé. C'est celui de la styliste Malika Kefil. Et Malika est actuellement formatrice en couture, à la Maison de la Femme de Molenbeek. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite le bienvenu. Je suis Malika et je suis styliste modéliste par génération. J'ai l'honneur de vous présenter mes créations modernes et traditionnelles. Merci beaucoup et bon défilé. Voilà.
Alors, pour ce qui est de l'écriture, je travaille depuis toujours sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les milieux féminins, la vie des femmes. Les femmes, par exemple, moi je suis algérienne, en Algérie les femmes sont solidaires. Et même si elles ne s'aiment pas particulièrement pour des raisons quelconques, on a une solidarité féminine très forte. Alors il faut qu'on invente quelque chose d'autre maintenant. Il faut qu'on invente une rencontre avec les hommes et il faut qu'on invente aussi une ligne à suivre. Donc tout ça c'est compliqué, mais c'est faisable. La commune de Molenbeek pour organiser cette rencontre d'aujourd'hui ici. Alors c'est vrai que le château du Garvette est un endroit particulier et il s'y déroule de très nombreuses manifestations, expositions, concerts et il était donc tout à fait logique et naturel que vous soyez également accueillis par la commune. Une fois de plus, vous faites œuvre de pionnière parce que cette question des savoir-faire, des compétences et des talents des femmes d'origine immigrée, c'est pas un prisme, c'est pas une manière de voir la vie à Bruxelles qu'on utilise d'habitude. Et pourtant, c'est excessivement pertinent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un grand nombre de femmes d'origine immigrée qui rencontrent des difficultés d'accès sur le marché de l'emploi aujourd'hui à Bruxelles. Alors, j'ai regardé aussi au niveau régional ce qui se passait sur un point important qui est la validation des compétences. Parce que la validation des compétences, c'est quoi? C'est l'idée que finalement, quand on sait faire quelque chose, on peut se passer d'un diplôme, on doit pouvoir utiliser ça et accéder à quelque chose qui remplace le diplôme, qui est le titre de compétence, et qui va permettre d'accéder plus facilement à l'emploi. À l'époque, la validation, elle concernait un métier. Et j'ai regardé aujourd'hui, et il y en a une quarantaine. Et il y en a parmi ces métiers qui peuvent, à mon avis, être intéressants. Mais je conçois qu'il y a un problème de statut, et je t'approuve quand tu dis que la question du statut revient au fédéral, et donc je suis très très contente, mais vraiment très très contente que Borsu vous ait écouté ce matin, et j'attends beaucoup de ce côté-là. Autre chose par rapport au statut, il y a un statut qui s'appelle le statut tremplin pour ceux qui sont au chômage, qui peuvent être en même temps indépendants complémentaires. Je pense qu'il y a des conditions. Je sais que celles et ceux qui étaient déjà employés, qui avaient ce statut, une fois qu'ils sont au chômage, ils peuvent continuer à être indépendants complémentaires, moyennant certaines conditions et évidemment des plafonds de revenus. Donc je me demande dans quelle mesure est-ce que des personnes qui émargent du CPAS ou qui sont au chômage pourraient bénéficier de ce statut. La création ou même la vente d'objets qui rappellent les pays d'origine, en soi, en fait, c'est un élément d'identité. C'est très important. Elle est au cœur de votre fierté, de votre capacité d'agir. Et donc il faut garder ça, il faut développer ça, il faut parler de ça, il faut transmettre cette identité, ces savoir-faire et ces compétences. C'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Je voudrais encore remercier toutes les participantes et plus particulièrement celles qui sont venues du Hainaut, qui se sont réveillées très très tôt ce matin pour être parmi nous et qui sont venues nous présenter de magnifiques savoir-faire. Voilà, merci infiniment. Merci à toutes. En conclusion de cette journée, je dirais que ce qui me touche et nous donne à toutes de l'espoir, c'est le fait que ces hommes et femmes politiques de formations politiques différentes ont réussi à dépasser leur clivage, je dirais le clivage traditionnel, pour exprimer leur intérêt. La réflexion est engagée, et on espère pouvoir y participer. Latifa
est plus qu'une amie, c'est une sœur. À travers elle, je suis algérienne.